Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions à valeur complexe et nous allons notamment voir comment dériver ces fonctions. Donc, dans toute cette partie, nous allons nous placer sur un intervalle de R que nous nommerons I. On considère I un intervalle de R. Et on va regarder des fonctions définies sur I, mais maintenant à valeur complexe. Alors, une première propriété. Donc si je prends f, une fonction définie sur i, mais à valeur dans C, je définis la partie réelle de f comme la fonction qui va de i dans R et qui a un réel x associe la partie réelle de f de x. Et de la même manière, je définis la partie imaginaire de f comme la fonction définie sur i à valeur dans R et qui a un réel x associe la partie imaginaire de f de x. On va faire un exemple tout de suite, mais on peut d'emblée remarquer que avec ces notations-là, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la partie réelle de f de x, c'est la partie réelle de f de x, par définition. Donc, donnons un exemple. Si on regarde la fonction f qui va de R dans C et qui a x associé, alors on peut prendre par exemple 1 plus i exponentielle de 1 moins ix, c'est le type de fonction que l'on manipulera. C'est pour ce type d'exemple que l'on introduit ces fonctions dans notre cadre. Eh bien, on va déterminer par exemple la partie réelle, mais on pourrait faire la partie imaginaire aussi. Comment? Juste en mettant sous forme algébrique ceci. Donc on écrit, donc si x est un réel, on écrit f de x comme étant exponentielle x fois 1 plus i fois exponentielle de moins ix. Donc exponentielle x fois 1 plus i facteur de cosinus de x moins i sinus de x. Et donc on peut directement le mettre, faire le produit. Donc on a du cosinus de x plus sinus de x plus sinus de x plus i facteur, donc j'ai du cosinus de x moins sinus de x. Donc, par exemple, la partie réelle de f, c'est la fonction qui à x donne cosinus de x plus sinus de x fois exponentielle x. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que l'on va travailler avec ce genre de fonction? Eh bien, tout simplement pour pouvoir travailler facilement avec ce type de choses, c'est-à-dire des produits de fonctions trigonométriques avec des exponentielles. On pourra facilement les traiter avec tous les résultats que l'on verra bientôt. Alors, quand on a défini ceci, on peut définir maintenant les notions de continuité, de dérivabilité de fonctions à valeur complexe. Tout peut se résumer en une phrase, et on fera ça systématiquement cette année, c'est-à-dire que à chaque fois, on donne les définitions sur la partie réelle et sur la partie imaginaire. Alors, on va quand même expliciter ceci. Donc, si je prends f, une fonction définie sur i à valeur dans C, et si je prends a, un point de i, je dirais que f est continu en a si la partie réelle de f et la partie imaginaire de f le sont. Donc, pour traiter la continuité d'une fonction à variable réelle et à valeur complexe, dans notre cadre, on regarde juste la partie réelle, la partie imaginaire, on regarde si ces fonctions sont continues. L'année prochaine, vous adopterez un autre point de vue. Donc ça, c'est pour la continuité. Et pour la
dérivabilité, on dit que f est dérivable en A si la partie réelle de f et la partie imaginaire de f le sont. Et alors, on définit f' de A qui est égal à la dérivée de la partie réelle de f évaluée en A plus i fois la même chose pour la partie imaginaire. Je devrais plutôt parler de nombre dérivé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, notamment, une remarque, c'est qu'avec ces notations, quelle est la partie réelle de f' de A? Eh bien, c'est la dérivée de la partie réelle de f en A. Alors, on a donné ces définitions en un point. Bien entendu, elles s'étendent automatiquement sur un intervalle. Une fonction est dérivable sur un intervalle si elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Ça, ce sont les définitions habituelles. On a déjà parlé de ça dans le cours sur les fonctions usuelles. Donc notamment, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ici que la partie réelle de la dérivée de f, c'est la dérivée de la partie réelle de f. Et de même pour la partie imaginaire. Alors on pourrait, comme cela, s'amuser à dériver notre exemple. Ici. Même si ça ne serait pas forcément très agréable. C'est-à-dire qu'il faudrait dériver partie réelle, partie imaginaire et recombiner tout ça. Et justement, on va donner des règles de calcul sur ces dérivés à valeur complexe. Et j'insiste juste à valeur complexe, hein, pas les variables sont réelles, pour pouvoir faire le même type de calcul que ce que l'on avait, que ce que vous avez avec les réels. Donc on va énoncer les mêmes types de propriétés que ce que vous connaissez pour les réels. Donc on a un premier résultat. Donc je prends. Alors je vais les énoncer avec des dérivabilités sur un intervalle parce que c'est ce qui nous sera le plus utile, mais c'est aussi valable en un point. Donc si je prends f et g, deux fonctions qui vont de i dans c dérivables. Alors, premièrement, si je prends deux constantes lambda et mu, mais des constantes complexes maintenant, la fonction lambda f plus mu g est dérivable. Sur i, bien sûr. La dérivabilité, c'est sur i, ici. Et la dérivée de lambda f plus mu g, c'est lambda fois la dérivée de f plus mu fois la dérivée de g. On dira bientôt que l'opération de dérivation est linéaire. Donc, ce sont les mêmes règles que pour les fonctions réelles. Deuxièmement, le produit f fois g est dérivable sur i. Et on a la même formule, encore une fois, la dérivée du produit de g, c'est f fois la dérivée de g plus la dérivée de f fois g. Et enfin, on a que si g ne s'annule pas, alors la fonction 1 sur g, donc il y a x donne 1 sur g de x, est dérivable sur i, et la dérivée de cette fonction, donc c'est le quotient moins g' sur g carré. Et puis on a bien entendu un corollaire de ceci, c'est que avec, donc si g ne s'annule pas, avec les mêmes hypothèses, en tant que produit, f sur g est dérivable sur i,
et on a la formule de dérivation du quotient habituel. Donc on écrit ça f fois 1 sur g, on applique le point 2, et donc on obtient f' fois 1 sur g, donc f'g sur g2, plus f fois ceci, donc moins fg' sur g carré. Donc la démonstration de ce corollaire, c'est juste d'écrire f sur g comme étant f fois la fonction 1 sur g, et d'appliquer les points 2 et 3. Alors, pour démontrer ces 3 points, on revient aux définitions, et c'est-à-dire qu'on écrit f et g, on pourrait dire sous forme algébrique d'un certain point de vue, même si ce sont des fonctions, et puis on dérive tout de manière très naïve. Donc on ne va pas le faire pour les 3 parce que c'est strictement répétitif. On va peut-être le faire pour le produit, ce qui demande d'introduire le moins d'objets. Pour la combinaison linéaire, il faut introduire les parties réelles de lambda, de mu, de f, de g, les parties imaginaires, donc ça fait travailler avec 8 objets, c'est un peu pénible. Pour le produit fg, on a juste à travailler avec 2 parties réelles, 2 parties imaginaires, c'est un peu plus léger. Donc avec a qui est égal à la partie réelle de f. Je rappelle que a est une fonction. B qui est égal à la partie imaginaire de f. C qui est égal à la partie réelle de g. D qui est égal à la partie imaginaire de g. Donc ça, ce sont des fonctions qui vont de i à valeur dans R et qui sont dérivables. Donc le produit fg, donc c'est, on l'écrit a plus ib facteur de c plus id, ce sont des fonctions mais on peut quand même faire le calcul. C'est bien entendu ac moins bd plus i facteur de ad plus bc. Produit de 2 complexes. Ici, on a donc la partie réelle du produit fg, et là, on a la partie imaginaire du produit fg, parce que ce sont bien des fonctions complexes. Alors, attention, on ne va pas dériver directement. Avant de dériver, il faut démontrer en fait la première partie de notre résultat, qui est que la fonction est dérivable. Donc, ce que l'on voit, c'est que par opération sur les fonctions dérivables, on a des produits, des différences et des sommes. Donc, par opération sur les fonctions dérivables, la partie réelle de fg et la partie imaginaire de fg sont dérivables sur i. Donc, la fonction produit de fg l'est aussi, est dérivable sur i. Et maintenant, on peut dériver. Donc, quand je dérive AC moins BD, donc je dérive un produit. Donc, j'ai du A'C plus AC' moins B'D plus BD'. Si je dérive le produit AD plus BC, j'ai donc A'D plus AD', plus B'C plus BC'. Donc, quand on dérive le produit f fois g, on a donc par définition A'C plus AC' moins B'D plus BD', plus i fois la dérivée de la partie imaginaire, par définition, encore une fois, A'D plus AD', plus B'C plus BC', et il n'y a plus qu'à tout réordonner pour faire apparaître f' fois g, f fois g'. Donc d'un côté, tout ce qui vient de la dérivée de f, donc A'B', A'B' ici. Donc j'ai dû d'un côté A'C moins B'D plus i facteur de A'D plus B'C.
Et ensuite, de l'autre côté, je sélectionne les autres membres. Là, on va sélectionner en rouge tous ceux que l'on a pris à gauche. Hop. Et puis, on prend les autres. Et on les met là. Donc là, on a du AC' moins BD' plus I facteur de, j'ai du AD' plus BC'. Et ça, donc c'est exactement, on retrouve le produit. Donc A' plus IB' fois C plus ID plus A plus IB facteur de C' plus ID'. Et donc ça, c'est bien F'G plus Fg'. Bon, c'est une démonstration un peu fastidieuse. En fait, c'est surtout une vérification. La partie démonstration est ici. Puis là, c'est une vérification de la formule. Rien de, on va dire, rien de très profond. Alors, voilà pour les règles élémentaires. Maintenant, la règle principale, qui est la plus utile, c'est celle de composition. Alors attention, vous ne pouvez pas composer de manière générale deux fonctions définies sur I et à valeur dans C. Tout simplement parce que quand vous composez, vous devez avoir l'espace d'arrivée du membre de droite qui doit être à valeur dans I, ou dans R au moins. Sauf pour un exemple. Donc, et ce sera l'exemple qui vous sera le plus utile pour les calculs concrets que l'on va faire. Je ne dis pas que la formule est fausse, je dis juste qu'elle ne vous est pas accessible pour le moment. Donc, c'est pour l'exponentielle. Donc, résultat principal. Si je prends f, une fonction qui va de I à valeur dans C dérivable, alors l'application qui a, que je vais pouvoir appeler, qui a, je vais appeler G, qui a X, donne exponentielle de f de X, là attention on a une exponentielle complexe, est dérivable sur I. Et sa dérivée respecte la règle de dérivation habituelle. Donc c'est la fonction qui a x donne f' de x, exponentielle f de x. Donc, alors, eh bien, on démontre. Donc de la même manière, on va dire avec A qui est égal à la partie réelle de f, b qui est égal à la partie imaginaire de f. Ce sont des fonctions qui vont de I dans R qui sont dérivables. Donc si x est un point de I, on a g de x, c'est exponentielle de a de x plus ib de x. Et donc c'est exponentielle a de x fois exponentielle ib de x, donc fois cosinus de b de x, plus i sinus de b de x. Donc notamment, on peut l'écrire exponentielle a de x cosinus de b de x, plus i exponentielle a de x sinus de b de x. Donc là, on observe ici la partie réelle de G en x et là, la partie imaginaire de G en x. Donc, on a les fonctions a et b qui sont dérivables. On compose par cosinus, sinus, exponentielle dérivable. On fait des produits. Donc, par opération sur les fonctions dérivables, G est dérivable sur I.
une fois, c'est juste on garde partie réelle et partie imaginaire. Et maintenant, eh ben on va dériver. Donc, quand je dérive la partie réelle de g en x, donc je dérive ça comme un produit, j'ai un a' de x exponentielle a de x fois cosinus de b de x. Et ensuite, je dérive la partie du cosinus, donc j'ai un moins b' de x exponentielle a de x sinus de b de x. Puis de la même manière, si je dérive la partie imaginaire de g en x, donc hop, je dérive la partie en exponentielle, donc a' de x exponentielle a de x sinus de b de x, plus b' de x, donc je dérive la partie en sinus de b de x. J'ai un b' de x qui sort et j'ai un cosinus de b de x qui arrive ici. Et si je fais la somme, j'obtiens, si je fais ceci plus i fois ceci, j'obtiens donc g' de x. Donc, on peut le recopier. Donc, a' de x exponentielle a de x cosinus de b de x moins b' de x exponentielle a de x sinus de b de x plus i fois ceci, j'ai du a' de x exponentielle a de x sinus de b de x plus b' de x exponentielle a de x cosinus de b de x. Et donc, on voit que l'on tombe sur la formule d'un produit. On voit que l'on tombe sur... Donc on peut factoriser un exponentiel a de x, bien sûr. Et on a un a' de x, pardon, un a' de x plus ib' de x, facteur de cosinus de b de x, plus i sinus de b de x. Donc c'est ce qu'on obtient, hein, on lit cette formule-là. Vous pouvez la développer si vous n'êtes pas convaincu. Donc ça fait exponentielle a de x fois f' de x ici, et là j'ai eu exponentielle ib de x, et donc ça fait bien f' de x fois exponentielle a de x plus ib de x, c'est-à-dire exponentielle de f de x, finalement. Donc on a bien démontré la formule demandée. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est comment est-ce que l'on utilise cette formule. Donc on va reprendre l'exemple que l'on a fait précédemment. C'est avec la fonction f qui va de R dans R et qui a x, on avait dit 1 plus i exponentielle de 1 moins i x. Et cette formule, on peut la dériver immédiatement. Donc, cette fonction est dérivable. Par opération sur les fonctions dérivables. On a un produit par une constante, donc ça on s'en soucie pas, une exponentielle de quelque chose, donc quand on dérive 1 moins ix, on a bien sûr la fonction qui est x de x, qui est dérivable sur R, elle est à valeur réelle, donc à valeur complexe, elle est dérivable. Et on a immédiatement sa dérivée. Donc tout ce qu'on a dit sur les complexes prolonge ce qui est vrai sur les réels. C'est-à-dire que ce qui est vrai sur les réels l'est toujours quand on les voit comme des fonctions à valeur complexe. Donc on a, en dérivant une constante 1 moins i, on va presque pu s'en passer de cette partie-là. Et donc, si x est réel, f' de x, c'est donc 1 plus i fois la dérivée de exponentielle 1 moins i fois x. Et donc on obtient 1 plus i fois 1 moins i fois exponentielle de 1 moins i fois x.
juste par dérivation. Bon, et puis ça c'est quelque chose de... c'est le produit d'un inclusif fois son conjugué. Donc cela vaut le carré de son module. Donc on a 2 fois exponentielle de 1 moins i fois x. Immédiatement. Donc on peut très facilement dériver ce genre de fonction. Et cela permet assez facilement de... Alors, dériver, ça peut être intéressant, mais surtout ça permettra surtout de primitiver. Donc, vous voyez, ça va nous permettre de primitiver, par exemple, exponentielle x fois cosinus x, hop, en, par exemple, 1 demi de exponentielle x fois cosinus x plus sinus x. On fera ça dans la prochaine vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on peut dériver, tant que l'on a des fonctions réelles, des constantes complexes, des produits, des exponentielles, on peut dériver avec les mêmes formules qu'habituelles. Et c'est quelque chose de très pratique sur lequel vous vous habituerez. Alors, bien entendu, si on peut dériver 2 fois, on peut aussi avoir envie de dériver la dérivée, etc. Donc on a une notion de dérivée successive qui arrive. Donc on va terminer par ceci. Donc une définition. Donc si je prends f, une fonction qui va de i dans c, je définis la dérivée zéroième de f comme étant égale à f. Une fonction est toujours 0 fois dérivable et sa dérivée zéroième est égale à elle-même. Et maintenant, on va définir les choses par récurrence. Donc, je prends soit un entier naturel n, si la dérivée nème de f est dérivable, sur i, alors, et donc est définie, je vais dire est définie et dérivable sur i, alors je définis la dérivée n plus unième de f comme étant la dérivée de la dérivée nème de f, et je dis que f est n plus une fois dérivable sur i. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dérivée première, c'est la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, donc on met un seconde, la dérivée troisième, c'est la dérivée de la dérivée seconde, c'est ce qu'on a comme ça, et ça, bien sûr, c'est sous réserve d'existence. Sous réserve d'existence, car il existe des fonctions qui ne sont continues, qui ne sont pas dérivables. Donc, on peut donner un exemple. Par exemple, la fonction valeur absolue. Donc, si je prends... Donc, la fonction valeur absolue est continue, n'est pas dérivable. Si je prends petit f, une primitive de la fonction valeur absolue sur R, eh bien, f est dérivable. La dérivée de f, c'est la fonction à valeur absolue. Ben, ça n'est pas dérivable. Donc f n'est pas 2 fois dérivable. Sur R, bien sûr. Donc il y a des choses un peu subtiles qui se passent. Il y a des fonctions que l'on va pouvoir dériver jusqu'à un certain ordre, et pas plus. Puis il y a des fonctions que l'on pourra dériver autant de fois que l'on voudra. Donc on va définir comme ça ce qu'on appelle des classes de régularité. Donc définition. L'ordre auquel on peut dériver une fonction, c'est ce qu'on appelle la régularité de cette fonction. Et ça a un rapport avec ce qu'on appelle la régularité de la courbe de cette fonction, mais ça, vous comprendrez ça petit à petit. Donc, si je prends
i... non, pardon, si je prends... Oui, i inclus dans R un intervalle. Je définis... et surtout, pardon, hop, j'appellerai, vu qu'on donne une nouvelle définition, K, c'est valable pour R ou pour C. Donc ce que je raconte ici quand je mets K, c'est aussi valable quand je remplace K par R que K par C. Je donne deux définitions en une. Donc je noterai C0 de IK, l'ensemble des fonctions f qui vont de I dans K, continue. F continue. Je noterai D1 de IK, les fonctions f qui vont de I dans K, dérivables. L'ensemble des fonctions de f qui vont de I dans K, dérivables. Il y a un autre ensemble qui va beaucoup nous intéresser. Ce sont les fonctions dérivables dont la dérivée est continue. Et on notera cela C1. Donc C1 de IK, l'ensemble des fonctions f qui vont de I dans K, tel que f est dérivable, et la dérivée de f est continue. De la même manière, je noterai, si n est supérieur ou égal à 1, dn de IK, l'ensemble des fonctions f qui vont de I dans K, tel que f est n fois dérivable. Et puis je noterai Cn de IK, l'ensemble des fonctions f qui vont de I dans K, tel que f est n fois dérivable, et sa dérivée énième est continue. Alors pourquoi est-ce qu'on introduit toutes ces fonctions? Vous le comprendrez. Tous ces ensembles de fonctions, vous le comprendrez petit à petit. Donc les fonctions une fois dérivables, les fonctions une fois dérivables dont la dérivée énième est continue, et puis on a les fonctions, comme par exemple les fonctions polynômes ou la fonction exponentielle, qui sont dérivables autant de fois que l'on veut. Donc ça, l'ensemble de ces fonctions, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des fonctions de classe C infinie, ou infiniment dérivables. Donc l'ensemble des fonctions de classe C infinie, c'est ce que l'on note. On peut noter ça comme ça, l'intersection pour tous les entiers naturels n de l'ensemble des ensembles c'est n de ik. Donc c'est l'ensemble des fonctions f qui vont de I dans K, tel que f est dérivable à tout ordre. Donc par exemple, cette fonction f primitive de la valeur absolue a une dérivée est dérivable, a une dérivée continue, donc est de classe C1, est dans l'ensemble C1, mais n'est pas deux fois dérivable, donc n'est pas dans l'ensemble D2. De la même manière, mais c'est un peu plus difficile, on pourra en parler en classe. On peut construire une fonction dérivable dont la dérivée n'est pas continue. On pourra faire la construction en classe. On peut construire une fonction dérivable à dérivée discontinue. Donc on a la chaîne d'inclusion suivante. Toute fonction dérivable est continue.
Et c'est une inclusion stricte. Vous connaissez les fonctions continues non dérivables. Toute fonction de classe C1 est dérivable par définition. Et la chaîne d'inclusion est stricte. Alors ça, c'est par l'exemple que je ne vous ai pas montré. On le fera en classe. De la même manière, si je prends un entier naturel n, si je regarde les fonctions de classe Cn, eh bien, toute fonction qui est n plus une fois dérivable est au moins n fois dérivable, et sa dérivée énième est dérivable, donc continue. Et en primitivant n fois cet exemple, on peut trouver une fonction n fois dérivable dont la dérivée énième est continue, mais qui n'est pas n plus une fois dérivable. Et de la même manière, je peux trouver donc toute fonction n plus une fois dérivable dont la dérivée n plus unième est continue est par définition n plus une fois dérivable. Et mais on peut trouver en primitivant cet exemple une fonction n plus une fois dérivable dont la dérivée n plus unième n'est pas continue. Et bien sûr, tous ces ensembles contiennent l'ensemble des fonctions, on dit de classe infinie ou infiniment dérivables sur I. Donc cet ensemble-là est contenu dans tous ces ensembles. Et il contient au moins les fonctions polynomiales, la fonction exponentielle, mais il en contient bien entendu beaucoup d'autres. Donc voilà pour ces définitions. Au début, nous aurons juste besoin des fonctions, notamment de classe C1. Alors, et petit à petit, nous travaillerons avec des fonctions de classe Cn ou de classe C infini. Alors les fonctions de classe C infini, c'est pas le plus dur à manipuler, parce que ce sont les fonctions qui sont juste infiniment dérivables. Donc on travaillera dessus petit à petit. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons parler de primitivation. Là, nous avons vu comment dériver, mais quand on sait dériver, on sait primitiver. Et ce sera l'objectif de la prochaine vidéo.